Bonsoir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous connaissez le principe de l'émission, pas de filtre entre les 100 Français qui viennent de tous les bords politiques, de toutes les régions, qui ont tous âges. Pas de filtre entre eux et vous. Donc on va tout de suite poser la première question. Et comme un ministre de l'Intérieur est aussi un peu ministre des Libertés, il y avait une question qui se posait sur la liberté, c'est une question d'actualité. C'est vous qui vouliez me la poser pendant la pause tabac. Bonsoir Monsieur Sarkozy. Bonsoir. Oui, en tant que fumeur, j'avais donc une question à poser, à savoir, cette nouvelle loi contre le tabac sera-t-elle la première d'une série de lois visant à limiter la liberté de chacun? Bon, d'abord, la règle du jeu, c'est de répondre franchement, y compris quand on n'est pas d'accord. Est-ce que je suis pour l'interdiction du tabac dans les lieux publics? La réponse est oui, sans aucune ambiguïté. Je vais m'en expliquer, je dirai juste un mot sur les libertés, bien sûr. Il y a 150 000 personnes qui meurent chaque année du cancer. Toutes les familles sont touchées par ce fléau abominable, ce crabe de l'intérieur qui génère tant de souffrance et tant de drames. On n'attrape pas le cancer que par la cigarette, mais on l'attrape par la cigarette et pire, non seulement le fumeur l'attrape, le risque d'avoir un cancer est multiplié par 10 quand on fume, mais de plus, monsieur, celui qui ne fume pas, mais qui est à côté d'un fumeur, peut l'attraper. Ça, c'est pas la liberté. Moi, je suis pour que vous ayez plus de liberté, mais pas la liberté de vous tuer, et pas la liberté de tuer les autres. Donc c'est parfaitement clair. D'ailleurs, regardez, quand on prend l'avion, il y a quelques années, tout le monde fumait dans l'avion. Maintenant, c'est interdit. Qui penserait à revenir sur cette interdiction? Alors, si je veux être tout à fait honnête et le plus précis possible, je m'interroge, je ne suis pas sûr, mais je m'interroge si, dans les départements ruraux, où il reste un café-tabac, un lieu de convivialité, est-ce qu'on peut appliquer strictement la même règle? Je m'interroge, enfin, ça n'enlève rien au fait que je suis pour l'interdiction, hein, je veux être franc avec vous. Mais j'étais à Rieufort-du-Randon, en Lozère, il y a 2 mois, il reste un café-tabac. Et le propriétaire, là, qui se bat, qui travaille comme un chien pour garder ce lieu de convivialité, il y a 700 habitants, me dit, vous n'allez pas nous faire les mêmes règles. Je lui dis, oui, mais on peut mourir du cancer à Rieufort-du-Randon comme à Paris. Mais c'est vrai qu'on a tout intérêt à sauver ces commerces de proximité. Donc, s'il devait y avoir une adaptation, moi je serais prêt à regarder celle-ci. Mais pour le reste, le tabac, ça tue. La cigarette, ça tue celui qui fume et les autres. C'est pas une liberté de vous laisser vous déglinguer la santé. Alors Nicolas Sarkozy, toujours sur ces problèmes de liberté publique et également d'ailleurs, de mortalité, hein, et de santé publique. Il y avait une question qui se posait sur les radars. Vous aviez envie de vous poser une question, non? Bonsoir. Bonsoir. Donc face à la répression routière et l'amplification des radars automatiques, je voulais savoir si, en tant que candidat, vous seriez prêt à investir dans l'argent généré par ces radars et cette répression, dans la formation et la prévention des jeunes. Bon, là aussi, il faut être clair. L'installation des radars, c'est moi qui l'ai eu, l'idée. Le président de la République nous avait fixé comme une obligation d'avoir des résultats en matière de sécurité routière. Et la demande d'installation des radars, je l'assume. Regardez les résultats. 10 000 tués en moins. C'est 10 000 familles à qui on ne vient pas un matin glauque expliquer que le fils ou la fille mort. Savez-vous que 50% des tués sur la route n'ont commis qu'un seul crime, croiser un assassin de la route? Ils y sont pour rien. Ils sont avec leur famille au volant de leur voiture, ils demandaient rien à personne et ils croisent
un dingue. Tout à l'heure, monsieur parlait des libertés. Je ne veux pas la liberté que vous puissiez vous faire du mal avec la cigarette, mais je ne veux pas la liberté que vous vous tuez en voiture ou vous tuez les autres. 100 000 blessés en moins. Pour la première fois dans un hôpital comme Garches, vous savez, c'est l'hôpital qui répare les cassés de la route. Pour la première fois, il y a des lits disponibles, parce qu'il y a moins de blessés. Alors j'ai beaucoup de mes amis qui me disent, Nicolas, lève le pied avec les radars, il y a les élections. Je ne vois pas le rapport. Bien sûr que ça agace les radars, mais ça agace celui qui ne sait peut-être pas que ça lui a sauvé la vie. Et moi, cet agacement, il pèse peu de choses par rapport au progrès que ça représente. Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est que ça a généré, de mémoire, entre 350 et 370 millions d'euros de recettes d'amende. L'engagement qui avait été pris, c'est de tout consacrer à la sécurité routière. Je ne suis pas sûr que ça a été totalement tenu. Vous proposez qu'on forme les jeunes. Moi, je vous dis que je réponds oui. Ça, ou des aménagements de protection routière sur la route. Parce que franchement, qu'on tue un jeune ou qu'on tue un quinquagénaire, dans mon genre, c'est pas bien. Donc tout ce qui sera investi dans la sécurité routière, c'est un progrès, mais je retiens votre suggestion. Pourquoi pas mettre le paquet sur la formation des jeunes? Alors on a beaucoup écouté ce matin les 100 Français et ils posaient leurs questions spontanément. On a juste écouté, on ne sommes pas intervenus. Et nous sommes aperçus que ce qui revenait le plus, évidemment, dans les préoccupations, c'était le chômage, mais aussi le pouvoir d'achat. Et je voudrais que André vous pose une question. Oui, vous, madame. Si vous pouvez, c'est pas possible. Monsieur Sarkozy, la question est un peu bizarre. Je suis à la retraite, j'ai, attends, je me trompe, 790 € par mois pour vivre. Vous voulez pas partager de moi votre vie avec moi pour voir comment ça se passe? Si c'est par affection, pourquoi pas, on peut essayer. En plus que par affection. Encore que je suis pris, mais enfin bon. Moi aussi. Ah bah oui, mais vous me faites une proposition. Pas moi. Enfin pardon, c'est pas pour être désagréable, mais présentant votre question comme vous l'avez présentée, j'ai cru que vous étiez libre, mais j'accepte le fait. Je pourrais me libérer pour vous. Mais écoutez, vraiment, en tout cas, je suis très touché. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut vivre avec 790 €? C'est exactement ça que je voulais vous dire. Est-ce que sans être indiscret, je peux vous demander, c'est quoi? C'est une pension de réversion? C'est une retraite? Une retraite après 30 ans de travail. Vous avez été commerçante? Oui. Non, et c'est pas. Je veux que vous compreniez bien. Je vais essayer, dans la mesure de mes connaissances, de répondre le plus précisément à vos questions. Or, si je vous pose ces questions, c'est pour savoir quel est le problème et essayer d'y répondre le mieux possible. Il y a 3 millions de personnes qui sont dans votre situation. Regardez, ce sont les retraités de l'agriculture, des commerçants, des artisans, et on rajoute aux 3 millions des femmes, notamment les femmes qui ont les pensions de réversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre mari meurt, vous avez le droit à 54% de la retraite de votre mari, vous ne pouvez pas vivre. Ce qu'on appelait le minimum vieillesse, c'est aux alentours de 650 € par mois. Vous êtes juste au-dessus, on ne peut pas vivre avec ça. Si je suis président de la République, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? La question de l'amélioration du pouvoir d'achat des petites retraites, Patrick Poivre-Ravort, est centrale. Pour ça, il faut dégager des recettes. D'un côté, on a vous, avec des toutes petites retraites. De l'autre, il y a ce qu'on appelle les retraites des régimes spéciaux, 1 100 000 retraités pour 500 000 cotisants qui n'ont pas été réformés. C'est simple. En 1993, Édouard Balladur fait passer à 40 ans de cotisation pour les salariés du privé. En 2003, François Fillon, le gouvernement de Raffarin, fait passer à 40 ans pour les salariés du public. Il y a une catégorie de Français, je ne les stigmatise pas, mais je veux qu'on regarde les choses en face et je veux dire la vérité dans cette campagne, qui est toujours à 37 années et demie de cotisation, c'est pas normal. Je dis donc que ceux qui sont à 37 années et demie de cotisation, on doit les porter à 40 ans, dégager des marges de manœuvre, et les 3 millions de retraités qui ont à peine au-dessus du minimum vieillesse, on doit les augmenter. Voilà ce que je propose et voilà ce que je ferai. Il y a des métiers, vous comprenez, où on part à la retraite entre 55 et 58 ans. Je suis désolé, c'est pas la même chose de conduire, de piloter un TGV
et de piloter une machine à vapeur comme on faisait au début du siècle précédent. On doit s'adapter. Non, moi c'est mon opinion, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais ça s'appelle l'équité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des Français qui cotisent 40 ans et que d'autres cotisent 37 ans et demi. Ça ne veut pas dire que piloter un TGV c'est facile. Ça ne veut pas dire que les gens des régimes spéciaux, je pense à la RATP, à la SNCF, n'ont pas un boulot difficile. Ils ont de lourdes responsabilités. Mais en 2008, on doit reposer la question des retraites. Si je suis élu président de la République, je ferai la réforme des régimes spéciaux et je poserai la question des petites retraites. Plus d'argent pour les petites retraites, moins d'avantages pour les régimes spéciaux. Toujours sur ce problème de pouvoir d'achat, je crois qu'il y avait une question de Nicole sur la précarité. Oui, M. Sarkozy, par rapport à la précarité, que comptez-vous faire pour enrayer la pauvreté en France? Alors, deux réponses. D'abord, quand on est pauvre parce qu'on n'a pas de travail, c'est quelque chose que l'on connaît, contre lequel il faut lutter. Mais il y a une nouveauté qui est d'autant plus scandaleuse. C'est être pauvre alors qu'on travaille. Il y a deux catégories, voyez-vous. Les pauvres sans travail, il faut tout faire pour leur trouver non pas un travail, mais une activité. Parce que tous nos compatriotes ne sont pas capables de reprendre un travail dans une entreprise tout de suite. Mais j'ai proposé qu'il n'y ait pas un seul minima social accordé à un pauvre sans travail sans qu'on lui demande en contrepartie une activité, parce qu'avoir un droit sans donner quelque chose à la société, on perd jusqu'à l'estime de soi. C'est le premier élément. Tout le monde peut exercer une activité. Deuxième élément, bien sûr qu'il faut indemniser le chômage, et sans doute qu'il faut l'indemniser plus. Mais on ne peut pas accepter cette situation. On a des millions de nos compatriotes au chômage et 500 000 offres d'emploi non satisfaites. Bien sûr, il y a des problèmes d'adéquation de formation. Mais je propose une autre chose, qu'on ne puisse pas refuser plus de 2 offres d'emploi successives qui correspondent à vos formations, à vos capacités, parce que les indemnités sont payées par ceux qui travaillent. Troisième élément, il y a des gens qui travaillent dur. J'étais l'autre jour à Charleville-Mézières, un ajusteur, 36 ans de maison, d'usine, 1 250 €, c'est pas possible. À la fin du mois, il m'a dit, Monsieur Sarkozy, il n'y a plus rien, à quoi ça sert de bosser? Et je dis une dernière chose, il faut tout faire pour que le travail rapporte davantage que l'assistance. C'est-à-dire précisément que je demande que celui qui est sans emploi et qui en reprend un, garde pendant un certain temps ses allocations pour qu'il soit intéressé à travailler. Quel est le problème économique de la France? C'est que le travail ne paye pas assez. Qu'on a voulu partager le travail alors qu'il faut en créer davantage, qu'il faut récompenser le travail, qu'il faut valoriser le travail, et qu'on doit, parce qu'on travaille, pouvoir vivre dignement, s'acheter un logement, faire vivre sa famille, profiter de la vie avec l'argent que l'on gagne. Et la grande erreur de tout ça, et notamment des 35 heures, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À quoi ça sert les RTT quand on n'a pas de quoi payer des vacances à ses gosses ou qu'on n'a pas de quoi partir en week-end avec sa femme? À quoi ça sert? Donc les 35 heures comme minimum, pourquoi pas? Mais ce qui est étrange, c'est d'empêcher les gens qui veulent travailler plus de pouvoir le faire. D'ailleurs, si vous me permettez un mot, je veux aussi que les retraités, s'ils souhaitent avoir pour améliorer la retraite un travail à temps partiel, ils puissent le cumuler. Mais c'est incroyable. Admettez que vous soyez à la retraite à 60 ans, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on vous interdit de travailler. Eh bien, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui pourraient vouloir prendre un boulot à temps partiel pour compléter la retraite. Pourquoi les en empêcher? La France ne travaille pas assez alors que les autres travaillent davantage. Il ne s'agit pas d'obliger les gens à travailler. Il s'agit de laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus pouvoir le faire. Nicolas Sarkozy, pour avoir des réponses. Mais quand même, les 35 heures étaient faites pour l'embauche. Alors, ça, c'est une vraie question, d'ailleurs passionnante. J'ai essayé de m'en expliquer très brièvement. Les 35 heures pour l'embauche, ça repose sur l'idée que le partage du travail doit être organisé. Mais alors, dans ce cas-là, il faut aller au bout de cette idée. Si le partage du travail, c'est la solution, il n'y a qu'à mettre en pré-retraite tous les 50 ans, et on aura tous les 20 ans qui ont un boulot. Or, il se trouve que la France est de tous les pays d'Europe celui qui a le moins de quinquagénaires au travail et qui a le plus de jeunes au chômage.
C'est donc que le partage du temps de travail, ce n'est pas la solution. Et la politique économique que je propose, c'est de donner un emploi à chacun. J'étais en Angleterre la semaine dernière, 4,5% de chômeurs. Ils sont au plein emploi. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un boulot à chacun, tout n'est pas facile là-bas, mais quand vous donnez un boulot à chacun, vous donnez du pouvoir d'achat. Ce sont des gens qui peuvent consommer, qui peuvent emprunter. Et pour l'économie, c'est davantage de carburant qui est dedans. Au fond, dans cette campagne, vous aurez à choisir, vous les Français, entre ceux qui proposeront de travailler moins et ceux dont je suis qui proposeront de pouvoir gagner plus. Parce que le problème du pouvoir d'achat en France est considérable, les salaires sont trop bas, on ne peut pas vivre quand on travaille toute la journée avec 1 250 €. Alors, puisque vous parlez de carburant, c'était au sens figuré, j'imagine, il y avait une question d'Henri, une question très très claire, justement, sur la vie chère. Monsieur le ministre, bonsoir. Comment se fait-il que le prix de l'essence à la pompe ne baisse pas? Pourtant, le baril, depuis un an et demi, n'est plus qu'à 55 $, oui. Et ce n'est jamais répercuté à la pompe. Merci. Enfin, si vous me permettez, je ne sais pas si c'est Bernard ou Henri votre prénom. Monsieur Henri. Henri. Mon nom, c'est Henri. Henri Bernard. Voilà. Si vous me permettez, c'est répercuté quand ça monte. Lorsque j'étais ministre des Finances, le Brent était à 42 $ baril. C'est monté jusqu'à 90, c'est redescendu. Quand ça monte, un certain nombre de compagnies pétrolières répercutent les prix, ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'ils ne les répercutent pas à la baisse. Ou pas tout de suite, ils mettent du temps parfois. Oui, ils mettent le temps, et notamment le temps d'écouler les stocks. C'est parfaitement anormal parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Bon, une grande compagnie pétrolière française a fait jusqu'à 1 milliard d'euros de bénéfices chaque mois. On a un peu tendance à penser qu'ils l'ont fait sur notre dos. Ce n'est pas acceptable. Toujours dans le très concret, il y avait une question de Nicole sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y, Nicole. Monsieur le ministre, bonsoir. Voici ma question. Je voudrais savoir, nous avions des acquis à la sécurité sociale et de plus en plus les remboursements sont moindres. Je pense surtout aux lunettes qui sont indispensables à la vue. Nous les mettons par besoin et non par coquetterie. Je pense aux prothèses dentaires, aux soins dentaires également. Et ce sont des remboursements vraiment très médiocres. Alors voilà ma question. Je voudrais une réponse. Je vous en remercie. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses, les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. Alors que le problème d'hygiène dentaire, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas dire que c'est du confort. On ne peut pas se trimballer avec une dent qui manque. Et pareil pour les lunettes, ce n'est pas une question de mode, c'est une question de nécessité. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%, mais je veux qu'à l'inverse, on pose le problème des fraudes, des médicaments de confort et des excès en tout genre. De ce point de vue d'ailleurs, ce qui a été fait sur le générique est excellent. Et puis je veux, même si ce n'est pas populaire, poser la question de la responsabilisation des patients, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Je crois qu'il y avait une question d'Annie sur les médicaments, justement. Oui, Monsieur Sarkozy, moi j'aimerais savoir si vous allez continuer dans la même lignée de ce qui a été fait par vos prédécesseurs, à savoir supprimer certains remboursements pour une catégorie de médicaments, et puis va-t-on continuer à aller vers une médecine à 2 vitesses? Bon, c'est deux questions différentes. Supprimer certaines catégories de médicaments, si les scientifiques et les médecins disent qu'ils servent à rien, je vois vraiment pas pourquoi je continuerais, si j'étais président de la République, à prélever votre argent pour rembourser des médicaments qui ne servent à rien. Ou alors, une même molécule qui coûte moins cher. Ça serait vraiment une drôle d'idée. Deuxième question, y aura-t-il une médecine à 2 vitesses? Ma réponse, c'est non. Chacun d'entre nous a le droit de se faire soigner dans les conditions d'un pays civilisé. Alors restera 2 problèmes quand même. Le problème de l'hôpital. On ne pourra pas laisser ouverts tous les hôpitaux de France. Il faudra faire un certain nombre de regroupements, certainement mettre davantage de lits pour les personnes âgées dépendantes et moins de lits actifs.
entre parenthèses, c'est 50% des dépenses de l'assurance maladie. Et deuxièmement, poser la question de la responsabilisation des patients que nous sommes. Et moi, je suis, pour ma part, pour une franchise très modeste, mais qui permette d'intéresser le patient. Je ne suis pas d'accord avec le 1 € par boîte de médicaments de franchise, parce que ça pénalise celui qui est très malade. En revanche, je considère qu'il ne serait pas anormal, par exemple, que les 5 ou 10 premiers euros de dépenses de santé chaque année, eh bien, soient à notre compte, serait une franchise. Ça permettrait de conforter l'assurance maladie, parce que vous ne pouvez pas tous nous demander plus de dépenses et, si possible, moins de charges. Il faut qu'on soit honnêtes les uns avec les autres. Si vous voulez plus de remboursement, ça fait plus de cotisations. Et comme les cotisations pèsent sur l'emploi, ça fait plus de chômeurs. Donc moi, j'essaie d'être raisonnable et responsable. Je veux la réforme de l'hôpital. Je veux que les médicaments qui ne servent à rien ne soient plus remboursés. Et puis je veux qu'on responsabilise le patient, parce que tout ne peut pas peser sur les seules épaules des médecins. Alors on n'avait pas tout à fait terminé avec le dossier des retraites, et ça revient beaucoup. Et si ça ne vous gêne pas, je vais vous demander les uns et les autres de regrouper vos questions. Il y avait une question de Suzanne, qui était très intéressante, une question de Guy et une question d'Arlette. Alors Suzanne, est-ce que vous pouvez poser votre question sur la retraite? Bonsoir monsieur. Oui, je pense que moi, j'ai élevé mes 4 enfants, j'ai travaillé 7 ans, et maintenant, j'ai 70 ans, je touche 200 € par mois. Donc, à 70 ans, comme vous avez dit tout à l'heure, je retravaille. Je cotise. Voilà, à mon âge. Merci. Une question de Guy sur un sujet semblable, donc sur la retraite. Oui, non, simplement, je faisais remarquer que, à juste raison, me semble-t-il, vous laissez entendre que celui qui veut travailler plus, travaille plus, qu'il se fasse davantage. Mais j'observe qu'en ce qui concerne la retraite, par exemple, moi qui ai travaillé après 60 ans, j'ai regardé les statistiques, il n'y avait plus que 10% des Français qui travaillaient au-delà de 60 ans. Et donc, entre 55 et 60 ans, pratiquement tout est écrémé. Alors, moi, je me dis une chose, peut-on passer d'une situation actuelle où les gens prennent leur retraite pour 90% à 60 ans, à une situation où on afficherait plus de 65 ans, parce que c'est toujours le cas, alors qu'en concrètement, on s'interroge si on est capable de le faire sans faire des tas d'exceptions comme on sait bien le faire en France. Et une dernière question d'Arlette, si ça ne vous gêne pas, et après vous pourrez répondre. Je vais prendre un papier si vous... Voilà. Arlette, je crois que vous aviez une question aussi sur la retraite. J'avais une question en ce qui concerne les retraités, justement. Le pouvoir d'achat baisse compte tenu de l'évolution du coût de la vie. De plus en plus de retraités se retrouvent en phase de précarité. Et est-ce que vous envisagez quelque chose à ce sujet, compte tenu que certains retraités ont quand même cotisé, ont quand même travaillé pendant 40 ans, voire 45? Alors sur ces 3 questions qui parfois se rejoignent, Nicolas Sarkozy. Bon, Arlette l'a dit, le pouvoir d'achat des retraités a baissé. C'est vrai si on inclut la CSG et le RCDS. C'est parfaitement exact. Et c'est un problème considérable pour les petites retraites, j'en ai parlé il y a quelques instants. Deuxièmement, pour moi, la question n'est pas celle des 60 ans. La question, c'est celle des 40 années de cotisation. Pourquoi? Parce que ça dépend l'âge auquel on a commencé à travailler. Et c'était d'ailleurs toute l'intelligence de la réforme Fillon. Quand on avait commencé à travailler avant 17 ans, il est normal qu'on ait ces 40 ans de cotisation, qu'on souhaite partir avant. Peut-on travailler plus? Mais savez-vous que dans le budget de la France, on dépense chaque année 5 milliards d'euros pour financer des pré-retraites? Mais quelle est la logique de tout cela? On explique aux Français qu'on va devoir travailler plus longtemps parce qu'on va vivre plus longtemps. Alors pourquoi payer des gens pour les empêcher de travailler alors qu'eux-mêmes auraient bien voulu continuer à travailler? Si les autres, monsieur, ont pu trouver l'économie du plein emploi, pourquoi on ne pourrait pas la trouver? Je prends un exemple. Je souhaite que toutes les familles puissent laisser leurs enfants au collège entre 16h et 18h pour qu'ils aient des études encadrées ou dirigées et qu'on nous rende nos enfants avec les devoirs faits. Eh bien, s'il y avait un jeune retraité de l'Éducation nationale qui souhaite encadrer ses études dirigées, ça fait du pouvoir d'achat pour lui, ça fait du carburant en plus dans l'économie française, et ça rend service à un certain nombre de familles
maintenant que la quasi-totalité des femmes ont une vie professionnelle en plus qu'une vie familiale, c'est tout bénéfice. Pourquoi devrions-nous continuer avec 8,5% de chômage? Pourquoi les autres, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, dans certaines démocraties du nord de l'Europe, arrivent à avoir le plein emploi? Et pourquoi nous ne l'aurions pas? Tout à l'heure, on me disait, la première question, on veut de la liberté. Moi, je ne veux pas que la liberté que vous tuez, mais je veux que vous ayez la liberté de travailler si vous avez envie de travailler, ou si vous avez un projet pour votre famille, ou si vous avez besoin de gagner davantage. Je ne vois pas pourquoi on le refuserait. Rendez-vous compte, 5 milliards d'euros pour financer les pré-retraites et 17 milliards d'euros pour financer les 35 heures. C'est-à-dire 22 milliards d'euros simplement pour empêcher les gens de travailler plus. Et avec ça, on a 1200 milliards de dettes. Mais tous les pays dans le monde mettent tout leur crédit pour que les gens puissent travailler plus. Pour moi, c'est clair. Je veux valoriser le travail. Parce que le travail, c'est le plein emploi. C'est la fin du chômage. Parce que le travail, c'est l'émancipation. Et le chômage, c'est l'aliénation. Je crois que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. D'autres l'ont fait. Pourquoi nous, on devrait être condamnés à cela? D'ailleurs, posez-vous une dernière question. Comment se fait-il que depuis des années qu'on a les 35 heures, pas un seul pays au monde ne nous a imités? Alors, soit on est des génies, soit c'est pas sûr qu'on a raison. Alors, il y avait le travail, il y avait le logement aussi beaucoup. Il y a une question de Catherine sur les logements vacants que vous vouliez poser. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'aimerais savoir, on a des problèmes de logement pour les sans-abri. Il y a plein de logements de libres actuellement sur Paris. Pourquoi vous ne les réquisitionnez pas? Bon, je vais prendre mes responsabilités là aussi. Je suis contre la réquisition pour une raison assez simple. C'est que la réquisition, ça conduira à ce que les propriétaires ne loueront plus leurs appartements. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de celui qui a travaillé dur pour acheter son appartement. Il en fait ce qu'il veut. Il y habite, il le garde en attendant de loger son fils ou sa fille, ou il le prête à qui il veut, ou il le loue. Quel est le problème du logement en France, madame? Si vous regardez l'Angleterre, 75% des Anglais sont propriétaires. Si vous regardez la France, 50% sont propriétaires. Si je suis président de la République, je veux une France où chacun puisse réaliser son rêve de devenir propriétaire. Comment on peut faire? D'abord, je veux la déduction des intérêts qu'on paye, des intérêts d'emprunt que l'on paye. Les classes moyennes, il y a 40 ans, en France, étaient toutes propriétaires de leur logement. Les mêmes aujourd'hui, classes moyennes, aucun ne peut être propriétaire de son logement. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, on empruntait à 18% et il y avait une inflation à 24%. Le différentiel, en vérité, je ne fais pas l'apologie de l'inflation, mais c'est l'inflation qui remboursait. Aujourd'hui, vous empruntez à 5,5% avec l'assurance, vous avez une inflation à 2%, vous payez plus que l'inflation. Si en plus on doit payer des impôts sur les intérêts d'emprunt, plus personne ne peut être propriétaire. À cela s'ajoute le coût du foncier. Donc je demande ça, je demande autre chose, qu'on arrête en France de prêter de l'argent à celui qui n'en a pas besoin. Ce système qui consiste à demander une caution. Quand on achète son appartement, je veux qu'il y ait un crédit hypothécaire. Que le banquier prenne sa garantie sur l'appartement, il n'a pas besoin de demander une caution en plus. S'agissant des sans domicile fixe, il ne peut pas y avoir un service national à la caution qui aide justement ces gens en difficulté. Je souhaite que l'État se porte caution pour que celui qui n'a pas de relation et qui a un CDD puisse malgré tout emprunter. Par parenthèse, je suis scandalisé par la visite médicale avant qu'on fasse un emprunt, parce qu'on vous passe sous toutes les coutures. Bon, tant mieux, ça fait de la prévention, mais si vous êtes malade, soit on ne vous prête pas, soit ça vous coûte plus cher. C'est inadmissible, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a moins besoin de se loger et de loger sa famille. On devrait plutôt vous aider. Ça, c'est la vraie solidarité. Hein. Et alors, s'agissant des sans domicile fixe, je suis pour des centres d'hébergement de petite taille qui gardent les gens plus qu'une nuit, 2 nuits ou une semaine pour les réinsérer, mais je pose la question des sans-papiers. Je ne veux pas que nos centres d'hébergement soient occupés pour la moitié, comme c'est le cas aujourd'hui, par des sans-papiers. Les sans-papiers sont des personnes comme les autres qu'on doit aider, mais si on n'a pas de papier, on n'a pas vocation à rester en France.
Pour toujours être concret, Damien, à chaque fois, n'hésitez pas à parler de votre exemple et votre expérience personnelle. Damien, 25 ans, donc vous avez répondu en partie à ma question, puisque je vous demandais, au vu de l'inflation en fait, de l'immobilier à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes couples dans ma situation ont de plus en plus de mal à acquérir un bien immobilier, et surtout en ville. Et qu'est-ce que vous comptiez faire? Vous avez parlé de crédit aidé. Est-ce qu'il y aura des spécificités particulières et des critères autres que ceux qui existent déjà à l'heure actuelle? Oui, alors très rapidement pour compléter ma réponse, pour un jeune couple comme le vôtre, d'abord la déduction si vous payez des impôts, des intérêts d'emprunt. Deuxièmement, si le banquier vous demande une caution, je souhaite que ce soit l'État qui se porte caution pour vous. Troisièmement, le crédit hypothécaire, c'est-à-dire que le banquier se remboursera sur votre appartement, mais une fois que vous aurez remboursé la moitié de votre appartement, je souhaite que vous puissiez utiliser ce crédit possible pour emprunter autre chose. Pourquoi je vous propose ça? Parce que le problème de la France, c'est que l'État est trop endetté et les Français pas assez. Il faut arrêter de complexer les gens avec l'emprunt. Une société qui croit en l'avenir, c'est des jeunes qui achètent un appartement. C'est des entrepreneurs qui achètent de nouvelles machines. C'est soi-même qui change sa cuisine. On fait des projets. Et moi, je veux que de nouveau la France soit un pays jeune, libre, où on veut innover, créer, entreprendre, où il y ait de la vie. Or, nous avons 30% d'emprunts de moins que dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'avenir. Et moi, je veux refaire de l'avenir une promesse, alors que l'avenir est aujourd'hui une menace. L'État est trop endetté et doit réduire ses dépenses. Mais les ménages doivent prendre le relais de l'État, s'endetter pour investir, pour acheter un appartement. Parce que quand on commence dans la vie, bien sûr qu'on rêve d'être propriétaire. Et pourquoi le rêve de la propriété ne serait-il réservé qu'à ceux qui ont des gros salaires? Parce que quand on est propriétaire, on n'est plus en situation de précarité. On a quelque chose dans ses mains. Et puis on regarde son quartier et son immeuble d'une façon différente. On le respecte. Moi, dans mes projets, il y a le travail, puis il y a la propriété. Je veux que chacun d'entre vous, par son travail, puisse devenir propriétaire. Encore une fois, c'est possible chez les autres. Pourquoi ça ne serait pas chez nous? Il y a 40 ans, nos parents étaient propriétaires. Il n'y a aucune raison que les classes moyennes soient déclassées à ce point-là. Et vous voyez à ce moment-là dessiner les contours d'une société où le travail est récompensé, où la promotion sociale existe, où on ne doit rien d'autre qu'à ses propres efforts, où il y a de la solidarité, mais on aide celui qui veut s'en sortir. Parce qu'aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, on ne peut pas le faire. Et où les Français qui sont généreux auraient la certitude que l'argent qu'on met dans la solidarité, on ne le met pas dans la fraude ou dans la démission. Nicolas Sarkozy, vous parliez de quartier, vous parliez de vie. Il y avait une question posée. Oui, allez-y. Oui, bonsoir Monsieur Sarkozy. Bonsoir. Je viens de vous entendre parler de location et d'accession à la propriété et au logement. Mais je me demande déjà, est-ce qu'il faut pas répondre à certains critères? Être blanc, avoir les yeux bleus, hétérosexuel, sans handicap, sans sida, sans cancer, pour pouvoir accéder à un logement? Alors moi, ma réponse est très claire. Je combattrai avec la plus grande fermeté toute forme de discrimination. Alors prenons les uns les unes après les autres. Je m'intéresse surtout à la discrimination sur l'orientation sexuelle, ne faisant pas partie de la majorité. J'ai compris. Sans être indiscret, j'ai compris, parce que... j'ai ça compris. Se voit, me dit ma camarade. Non, je l'ai compris par l'émotion avec laquelle vous parliez de ça. J'ai compris que c'était du vécu. Je parle avec autant d'émotion du racisme, monsieur. J'ai compris que c'était du vécu. Et de l'handicap. J'ai compris que c'était du vécu. Bon. Il y a aujourd'hui des discriminations en France. Quand on a un nom pas comme les autres, quand on a une couleur pas comme les autres, ou quand on a une pratique sexuelle minoritaire, ou vécue comme telle, quand on a un handicap. Cette discrimination, j'en suis tellement conscient que j'ai été le premier à défendre l'idée de la discrimination positive pour compenser la discrimination négative. Pourquoi, monsieur? Parce que je pense que sur la ligne de départ de la vie, on ne part pas tous du même point. Il y en a qui partent de plus loin et qui n'y sont pour rien. Et ceux qui partent de plus loin, on doit les aider. Alors, les propriétaires ou les employeurs qui seraient responsables de discrimination sur le plan sexuel, sur le plan raciste,
sur tous les plans, quels qu'ils soient. J'ai une question sur ce point. Je souhaite qu'il soit condamné. Comment pouvez-vous contrôler cela, monsieur? Comment pouvez-vous contrôler cela? Est-ce que l'État peut tout contrôler? C'est parfaitement simple. Je veux bien que dans votre politique, vous essayez de tout contrôler. Vous y arrivez fort bien d'ailleurs, mais pas à 100%. Je ne peux pas le croire. Ben, je vais essayer de vous le démontrer. Sans se trouver dans un état de Big Brother, vous savez ce film où on voyait les caméras partout avec un chef suprême, que vous aurez peut-être demain, je ne l'espère pas. Je n'espère pas me retrouver dans un état comme celui-ci. Mais toutefois, que l'on respecte mes droits. Vous avez tout à fait raison, parce en que tant je ne veux noir, pas vivre... qu'handicapé, qu'homosexuel, que lesbienne, que chrétien, que musulman, que bouddhiste, que ce que vous vouliez. Vous avez tout à fait raison de ne pas vouloir l'état de Big Brother, parce que je ne le veux pas non plus. Alors comment on peut lutter contre la discrimination? Parce qu'on est là pour essayer de se comprendre et de répondre à vos questions, pas de faire des monologues. Donc je vais essayer de répondre précisément à votre question. Très bien. Nous sommes dans un état de droit. Il y a une haute autorité contre les discriminations. Que celui qui est victime d'une discrimination porte cette injustice devant les tribunaux. Que les tribunaux condamnent sévèrement et personne n'aura envie de recommencer. Pourquoi pendant tant d'années... Excusez-moi, vous ce soir me garantissez l'équité de cette haute autorité envers chacune des discriminations que je viens d'énoncer? Je vous la garantis de la façon la plus formelle, et je vous dis une chose, pour des raisons qui m'appartiennent, ce thème de la discrimination est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je n'aime pas l'injustice, monsieur. Je n'aime pas l'injustice et je ne laisserai le monopole du combat de l'injustice à personne. Je sais mes responsabilités. Je les connais très bien. Ça fait 5 ans que j'assume des responsabilités très lourdes. L'injustice faite aux Noirs, aux homosexuels, l'injustice de l'antisémitisme, du racisme est inacceptable. Il y a un moyen dans un état de droit, c'est de permettre à la justice de sanctionner. Mais je veux vous dire aussi autre chose, pour être très honnête avec vous. Je veux défendre les minorités, parce qu'elles ont des droits. Mais je ne veux pas que ça conduise à accabler la majorité, de s'excuser de ne pas être elle-même la minorité. Dans un état de droit, chacun se respecte. On doit respecter la minorité, parce que la minorité a le droit de défendre bien sûr son identité, mais la minorité doit aussi accepter que la majorité vit autrement et qu'elle n'a pas à s'en excuser. Très bien, je passe la parole à une camarade qui voulait parler. Oui, et puis il y avait une question toujours sur le problème homosexuel. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Je trouve votre réponse vraiment très contradictoire, monsieur Sarkozy. Comme vous le savez, la plupart de nos voisins européens ont d'ores et déjà ouvert l'institution du mariage au couple homosexuel, ou s'apprêtent à le faire. La plupart des partis politiques français et des autres candidats à l'élection se sont prononcés pour soutenir cette mesure et ont promis d'aller dans ce sens en cas de victoire. Je pense notamment à Madame Royal. Et vous, paradoxalement, qui aspirez à devenir le président de tous les Français, soi-disant, vous persistez à vous opposer à cette mesure et donc à vouloir perpétuer une législation totalement archaïque, rétrograde et ouvertement et franchement discriminatoire qui va exclure, et qui exclut déjà d'ailleurs, mais vous allez vous perpétuer cela, des millions de citoyens français. Moi je suis homosexuel, merci, je suis homosexuel. Je travaille, je paie des impôts, je fais partie de la France qui se lève tôt, je vote, je consomme, certains d'entre nous créent des entreprises, et pourtant vous êtes en faveur d'une législation ouvertement homophobe. Je suis traité comme un sous-citoyen, comme un Français de seconde zone. Je trouve ça indigne d'un pays comme la France. Hein. Vous qui admirez tant Tony Blair, j'espère que vous allez vous inspirer de lui, que vous allez en prendre de la graine. D'où ma question, pourquoi est-ce que vous continuez si obstinément à vous opposer au mariage et au droit d'adoption par les couples du même sexe? Bon, je vais essayer de vous répondre en vous disant une chose. J'ai le droit d'avoir mes convictions et d'être respecté. Je n'accepte pas, mais bien sûr, je n'accepte pas qu'on me dise que je suis homophobe parce que je refuse l'adoption par des couples homosexuels. Chacun a le droit d'avoir son opinion, la vôtre est éminemment respectable, vous avez fait témoignage de la situation qui est la vôtre, c'est votre droit le plus absolu, c'est mon droit aussi de considérer que le mariage,
c'est l'institution familiale qui permet d'avoir des enfants. Attendez, monsieur, je veux vous répondre. C'est archi fou, il y a plein de couples mariés qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas l'intention d'en avoir. Monsieur, le mariage permet aux mariés, monsieur, d'avoir de grandes facilités au niveau de la législation. Vous ne faites pas avancer votre cause en ne me laissant pas défendre l'idée que peuvent partager... Non, parce que, monsieur, je ne suis pas venu ici simplement pour être de l'avis de celui qui crie plus fort. Je suis venu ici pour rencontrer des compatriotes, leur expliquer pourquoi je défends une certaine politique. Alors, venons-en à la question de l'amour homosexuel. Premièrement, je suis le ministre des Finances qui a garanti par le Pacs l'égalité fiscale entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Deuxièmement, sur l'amour homosexuel. Cet amour s'inscrit dans la durée, et cet amour, comme tous les amours, ce qui est la différence entre l'amour et le désir, doit avoir une existence sociale. Quelle est la caractéristique? Pardon, mais je veux prendre 2 minutes parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Quelle est la différence entre l'amour et le désir? L'amour s'inscrit dans la durée et veut s'exprimer. Je t'aime, tu m'aimes, on veut que tout le monde le sache. J'ajoute que l'homosexualité comme l'hétérosexualité, c'est une part d'identité. Je n'ai pas fait le choix de l'hétérosexualité, je suis né hétérosexuel. Vous faites le choix de révéler votre homosexualité, mais je ne pense pas que vous l'ayez décidé. Enfin, pardon, j'essaie d'être... parce que ce sont des sujets très intimes et très personnels. Mais allons jusqu'au bout des choses. En réfléchissant à cette question difficile, je me suis dit, comment peut-on garantir aux homosexuels la réalité d'un amour qui s'exprime socialement? J'ai donc proposé, ce qui est la première fois qu'un homme politique de droite ose cela, un contrat d'union civile avec une cérémonie, monsieur, en mairie. Ce qui est quand même autre chose que le Pacs au greffe sinistre du tribunal d'instance, puisque, comme vous le savez, peut-être êtes-vous pacsé, le Pacs c'est un papier qu'on signe, pas du tout en mairie, au greffe du tribunal d'instance. Donc, j'ai fait une avancée, me semble-t-il, qui devrait m'éviter d'être traité d'homophobe, mais enfin, je mets ça aussi sur le compte de l'émotion, que les homosexuels aient une... Vous auriez dû dire oui, c'était une circonstance atténuante. Bon, c'est une plaisanterie entre nous. Bon, j'ai proposé une cérémonie en mairie, un contrat d'union civile, les mêmes droits fiscaux, les mêmes droits successoraux, les mêmes droits patrimoniaux que les couples hétérosexuels. Pourquoi pas le mariage alors? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. Je vais vous le dire tout simplement parce que, et c'est ma conviction profonde, je pense qu'une famille protégée par le contrat de mariage, c'est la question de l'adoption des enfants. Si on accorde le mariage, si on dit le mariage hétérosexuel et le mariage homosexuel, c'est le même, cela veut dire qu'on s'apprête à reconnaître la possibilité, pour les couples homosexuels, d'adopter des enfants. Et on donne alors à la société une image de la famille qui n'est pas celle que je souhaite que l'on donne. Voilà, je ne prétends pas que j'ai raison, ce sont des convictions très profondes que j'ai en moi, vous en avez d'autres, je les respecte. Je ne vous accuse pas de ne pas aimer les hétérosexuels parce que vous défendez cette position. Je vous serais reconnaissant de considérer que je ne suis pas homophobe. Alors justement, je voudrais, s'il vous plaît, on avait convenu de laisser parler tout le monde. Si c'est possible, il y a 100 personnes qui doivent parler. J'entends bien. Qui existent aux États-unis. Vous avez tous les deux juste que vous demandiez à vos conseillers de vous les fournir, des statistiques qui existent aux États-Unis sur l'homoparentalité. Oui, mais après, s'il vous plaît, que les autres puissent s'exprimer et puis sur d'autres sujets aussi, si c'est possible. D'abord, je voudrais qu'on puisse parler de ces questions-là qui sont importantes. Mais enfin, le chômage, c'est important. Il y a d'autres choses qui sont importantes. En se respectant. Voilà. Alors je me renseignerai, puisque si gentiment vous me le demandez, mais j'ai quelques connaissances aussi. Et pour être très honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité sur cette question-là. Pourquoi j'ai hésité, monsieur? Aussi étonnant que ça puisse vous paraître. J'ai hésité parce que je sais qu'il existe un certain nombre de dizaines, peut-être de centaines de milliers de couples homosexuels qui sont déjà avec des enfants qu'ils ont adoptés. Mais vous conviendrez que c'est une chose d'avoir une réalité factuelle, qui est celle qu'elle est. Et c'en est une autre pour la société, de dire que la famille, c'est 2 papas ou 2 mamans, ou un papa et une maman. L'amour homosexuel est aussi sincère que l'amour hétérosexuel. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, naturellement. Mais la famille, c'est fait pour protéger et pour élever des enfants. Et si je suis élu président de la République, je veux que les choses soient très claires de ce côté-là.
C'est cette idée de la famille que je défendrai, en reconnaissant aux homosexuels de notre pays les mêmes droits fiscaux, sociaux et patrimoniaux. D'ailleurs, vous savez parfaitement bien qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ne réclament pas le mariage et qui ne réclament pas l'adoption. C'est moins simple que vous semblez le présenter. Alors je voudrais qu'on parle derrière monsieur, parce que là je crois que vous avez vraiment pu vous exprimer. Madame, qui elle a 5 enfants, Agnès, n'est-ce pas? Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors effectivement, je suis mère au foyer. J'ai 5 filles, dont mon aînée fête son 10e anniversaire ce soir, mais j'ai tenu à être parmi vous pour pouvoir discuter avec vous en tant que bonne citoyenne et pouvoir juger par moi-même. Donc ma question était telle, après avoir écouté ce dont nous avons débattu, notamment en dernier lieu, j'ai l'impression de faire partie de l'irréductible gauloise, entre guillemets. J'aimerais savoir quelle est votre politique familiale, notamment la position actuelle des mères au foyer et aussi, en ce qui me concerne un peu plus personnellement, des familles nombreuses. Merci, monsieur. Là aussi, j'essaie de répondre le plus précisément possible. D'abord, sur la politique familiale, félicitations d'avoir 5 enfants, mais j'en ai un peu assez d'une politique familiale qui porte ses fruits d'ailleurs, mais qui commence à aider vraiment à partir de 3 enfants, la famille, entre guillemets, idéale, sur le plan de la démographie nationale. Je souhaite qu'on commence à aider les familles dès le premier enfant. Parce qu'avant d'en avoir 3, il faut en avoir 1, puis 2, mais le choc d'en avoir le premier, il faut changer de logement. Parfois, ça pose des problèmes de voiture. Premier élément, pour ma politique familiale, je souhaite qu'on aide les familles dès le premier enfant. Donc allocation familiale dès le premier. Dès le premier enfant. Deuxième élément, je veux qu'on arrête de complexer les femmes qui librement ont fait le choix qu'est le vôtre. Hein? Parce que, vous savez, j'imagine que 5 enfants, dont l'aîné a 10 ans, disiez-vous, hein, vos journées sont bien remplies. Je suis bien aidée par mon époux quand il rentre le soir. C'est un beau cadeau d'anniversaire que de reconnaître ça et de dire ça. Mais je veux dire que la femme doit avoir la liberté de choisir, de travailler ou de ne pas travailler. Et celles qui ont pris la décision d'élever leurs enfants à plein temps doivent être respectées parce qu'elles ne consomment pas de services publics comme les crèches, parce qu'elles n'ont aucune protection sociale et parce qu'elles font un pari de confiance sur la solidité de leur famille considérable. C'est un choix respectable et je demande que les femmes qui font ce choix, ce qu'elles ont fait pour élever leurs enfants, soit reconnu dans le calcul de la retraite. Enfin, troisième proposition que je veux faire, je veux que vous vous projetez dans l'avenir. Une fois que vos enfants sont devenus plus grands et qu'ils ont moins besoin de vous. Je souhaite que des femmes dans votre situation, on puisse leur reconnaître un droit à la formation professionnelle. Parce qu'à un moment donné, vos enfants, enfin moi j'ai 2 grands-enfants, mais moi c'est le plus petit qui a 9 ans, mais ils partiront. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous direz, ben écoutez, moi je veux aussi participer à la vie professionnelle. Et je veux que pour les femmes dans votre situation, la reconnaissance de ce que vous avez fait pour votre famille et pour la nation, en vous donnant un droit à la formation, y compris à 50 ans, à 55 ans, pour apprendre un métier, pour vous réinsérer dans la vie active, et pas vous dire, ben, j'ai tout donné, et qu'est-ce qu'on m'a rendu? Rien. Et vous ne demandez rien, parce que vous ne faites la queue à aucun service public. Ben, c'est une façon aussi pour moi de dire, bon, tous les choix sont légitimes, respectons celui que vous avez fait. Alors, on a beaucoup parlé d'emploi ce matin. C'était une préoccupation qui revenait évidemment beaucoup dans les conversations. Je voudrais qu'on amorce peut-être ce dossier avec Christiane, ce que disait Christiane sur les rues commerçantes qui deviennent tristes parce qu'il y a trop de grandes surfaces. Allez-y. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Effectivement, il y a, dans les communes, nous sommes assez nombreux à s'inquiéter sur des commerces qui se mettent à fermer. D'un seul coup, on se dit... Ah, qu'est-ce que ça va être? Et puis on est pressé, et puis on est très 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 déçu parce que petit à petit, c'est tout remplacé par des agences immobilières et des banques. Alors,
ça perd, disons, de l'intérêt de la rue commerçante et les maires interrogés lors des réunions disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions pour un peu équilibrer. Et d'un autre côté, les grandes surfaces, il y a longtemps qu'on dit qu'il y en a beaucoup et finalement ça continue et il n'y a pas d'équilibre. Et les personnes qui n'ont pas de voiture ou qui sont âgées ne peuvent pas se rendre aux grandes surfaces. Donc il y a quand même un problème d'équilibre. Bon, ben regardez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a plusieurs millions de chômeurs. Excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur sa question? Bien sûr, bien sûr. Justement, moi aussi, j'habite Dourdan, où le commerce de centre-ville est particulièrement actif, mais est mis en difficulté par le développement des grandes surfaces. Et moi, j'aimerais connaître la mesure que vous souhaitez proposer pour limiter les grandes surfaces et ne pas décourager l'installation des commerçants en centre-ville. Et accessoirement, je voudrais savoir si vous êtes pour ou contre l'ouverture des magasins le dimanche, en sachant que cette question est principalement soutenue par la grande distribution. Merci. Vous avez deux questions, mais... Et naturellement, il faut répondre brièvement et le plus précisément possible. Donc, regardez, des millions de chômeurs, chaque fois qu'un boucher ferme, il dit « je ferme parce que j'ai trouvé personne pour prendre la suite ». Chaque fois qu'un plombier ferme, j'ai personne. Un boulanger, pareil.